Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir un artiste allemand qui a marqué le XXe siècle par l'œuvre prolifique et avant-gardiste qu'il a laissée. Il s'agit d'Helmut Herzfeld, plus connu sous le nom de John Herzfeld, rendu célèbre par sa maîtrise affirmée de l'art du photomontage, qu'il a revendiqué comme une arme puissante contre le capitalisme, puis la propagande et le pouvoir politique au cours des années de la montée des fascismes, et enfin connu également pour sa dénonciation des atrocités de la guerre. Pratiquant la satire politique sans phare, il a largement contribué à l'essor de l'art engagé. Qui est John Herzfeld ? Il est né en 1891 dans une famille de 4 enfants. Son père est écrivain socialiste, il écrivait sous le nom de Franz Held, et sa mère est activiste politique. Mais à l'âge de 8 ans, il voit ses parents disparaître mystérieusement, et la fratrie est séparée. Plus tard, il étudie la publicité et le design graphique à Munich, où il exerce un an, puis il s'installe à Berlin, en 1913, juste avant la guerre, espérant devenir peintre. En 1916, il change de nom par provocation, pour marquer son soutien pour la paix et l'Angleterre contre la haine patriotique. Il découvre l'œuvre de Georg Gross, qui devient un ami proche. Son frère Wieland dira de lui « Nous pensions jusque-là que l'art était ce qui rendait la beauté visible et audible. Gross nous a permis d'arrêter de voir le monde ordinaire comme étant sec, terne et ennuyant, et de commencer à le voir comme un drame, dans lequel la stupidité, la grossièreté et la paresse se partageaient les rôles principaux. » Révélation donc pour les deux frères. D'ailleurs, ensemble, en 1917, ils créent une maison d'édition, la Malik Verlag, pour publier des romans d'auteurs socialistes censurés, qu'il illustre lui de ses photomontages. Il invente aussi le rabat à l'intérieur du livre et une mise en page avant-gardiste, annonçant le graphisme des couvertures des années 50. En voici quelques-unes à gauche. Il s'agit ici d'éléments de la couverture du roman Les biens les plus sacrés, d'Ehrenburg en 1931. On y voit associer l'argent, la religion, le pouvoir, qu'il ne cessera de dénoncer sa vie durant. Sur le premier, John Herzfeld a associé des balles pour construire un crucifix et le mettre en scène à côté d'une pile de pièces de monnaie. Pour réaliser celui de droite, John Herzfeld a sollicité 3 amis qu'il a fait poser sur un échafaudage dans une posture bien précise. Il a ensuite développé la photo, puis il les a découpés pour ensuite proposer ces 3 hommes agrippés ainsi à $1. Dès 1920, il intègre le mouvement Dada à Berlin, avec son ami donc Georg Gross, mais aussi Raoul Haussmann. Il soutient le mouvement des travailleurs contre la classe bourgeoise. Et il est membre actif du Parti communiste d'Allemagne. La revue AIZ d'ailleurs sera un support privilégié pour diffuser ses photomontages. Après avoir intégré naturellement le mouvement Dada de Berlin, c'est lui qui réalise l'affiche de la première foire internationale Dada, en 1920, il se tourne rapidement vers le photomontage et s'engage dans la voie de la tradition satiriste. Il s'est illustré à travers de nombreuses techniques au cours de sa vie. Il a été dessinateur, maquettiste, photomonteur, scénographe, mais il était aussi membre actif du Parti communiste d'Allemagne, contribuant à la revue Arbeiter Illustrierte Zeitung, comme je l'ai dit précédemment. À travers ses collages, tracts et photomontages, il commence d'abord par soutenir le mouvement des travailleurs et à s'attaquer à la classe bourgeoise. Selon lui, l'art doit être exclusivement engagé, et il s'en sert comme arme afin de dénoncer en même temps tous les mécanismes qui ont jalonné la montée des fascismes. Aragon dira de lui qu'il était le prototype de l'artiste antifasciste. Mais qu'est-ce que le photomontage, précisément, techniquement ? Cette technique de photocollage crée une nouvelle image, aux retouches peu visibles, un peu comme on le ferait beaucoup plus facilement aujourd'hui avec Photoshop, ce qui permet, par association d'idées assez fortes, de transmettre un message en détournant la réalité et en rendant visibles des intentions cachées. Il est le premier à utiliser cette technique du photocollage avec Raoul Haussmann, dadaïste lui aussi. En 1928, il réalise l'une de ses affiches politiques les plus connues, pour la liste des 5. La main à 5 doigts, avec 5 vous pouvez faire échouer l'ennemi. Votez pour la liste des 5. L'idée du 5 fonctionne aussi bien pour le visuel que pour le texte,
et cela permet de donner une certaine cohérence, mais aussi un impact visuel, avec cette main de travailleur, aux doigts sales, noircis, qui se projette comme hors de l'image, pour saisir qui donc, les cols blancs sans doute. On voit également les membres de la République de Weimar ou de la droite fasciste pendus à des cinques aux côtés des grandes figures religieuses, avec ce slogan « Faites les comptes, manifestez pour la révolution ». Autres images présentes sur cette page, une dénonciation en haut à droite de la propagande bourgeoise à travers la presse, qui rend aveugle donc et étouffe, et en bas, une évocation assez choquante à travers cet enfant de la misère qui peut régner. Nous allons à présent analyser quelques-uns de ces photomontages et en relever les procédés visuels qui sont assez similaires aux procédés littéraires. Comment Heartfield a-t-il perçu, compris et dénoncé le fascisme en Italie? Observons la couverture de la revue à droite. Au centre de l'image apparaît une gigantesque tête hybride, mêlant un visage bien vivant, comme dissimulé sous un masque de tête de mort, qui résulte de la superposition d'un crâne sur le bas du visage de Mussolini. Il s'agit ici d'une métaphore visuelle, puisqu'en l'absence de parallélisme, Mussolini est assimilé directement à la mort. Tout autour, répartis dans les quatre coins, apparaissent des personnages, entiers ou coupés, qui semblent des émanations du monstre. Ils symbolisent les soutiens du régime, en haut de l'image, et ses actions, en bas, le résultat. Dans le coin supérieur gauche, l'homme, joufflu, en costume et chapeau haut de forme, représente un riche homme d'affaires, donc le monde de l'argent, le grand capital. À droite, les dignitaires catholiques en tenue de cérémonie représentent le soutien du Vatican. En bas, à gauche, une masse de jeunes gens entassés sur une voiture, armés, en chemise noire, représente les violents miliciens fascistes. Enfin, en bas à droite, quelques personnes couchées à même le sol, misérables, emmitouflées dans leurs vêtements, les bras serrés, ce sont les victimes du régime. Ces vignettes sont des métonymies visuelles. Chacune ne montre qu'un aspect, mais évoque évidemment l'ensemble des personnes et des événements qui lui sont apparentés. La composition de cette image est assez simple et savante en même temps. La disproportion de cette tête monstrueuse donne à voir concrètement l'omnipotence du Duce, qui régit tout, décide autant des actions de ses troupes que de ses alliés économiques et idéologiques, placés comme des satellites autour de son crâne. Quant à la tête, en elle-même, elle déborde du cadre, de l'image. Comme en 3 dimensions, on a l'impression qu'elle s'avance vers nous, qu'elle nous agresse. Cynique. L'aspect terrifiant de cette tête de mort veut nous persuader davantage du danger de ce régime. Ensuite, découvrons 3 photomontages dénonçant le soutien financier apporté au Parti national-socialiste d'Hitler. Celui qui met en scène la hyène est particulièrement terrifiant. On y voit une hyène géante, symbolisant le grand capital et le pouvoir, piétinant des cadavres. La légende est la suivante. Krieg und Leichen, die letzte Hoffnung der Reichen, cela signifie guerre et cadavres, le dernier espoir des riches. Je vous laisse méditer sur ce titre. L'autre montage, en bas, souligne le cynisme des puissants, tenant Hitler comme une marionnette ridicule. Ici, l'homme qui s'amuse tel un dieu est Thyssen. Enfin, le photomontage sur lequel je m'arrêterai est celui d'Hitler, lui-même radiographié. Le titre est le suivant, Adolf der Übermensch schluckt Gold und redet Blech. Adolphe le surhomme, il avale l'or et recrache des absurdités. Hitler se trouve ici doté d'une colonne vertébrale en pièces d'or, montrant bien que l'ossature du parti nazi est purement financière, que ses militants et son chef en premier lieu sont nourris et motivés par l'argent, davantage que par l'idéologie. Heartfield tourne en dérision le concept du surhomme défini par Nietzsche et montre que si Hitler est un surhomme, ce n'est pas comme incarnation de l'arien supérieur, qu'il apparaît comme un mutant monstrueux et ridicule, capable de digérer l'or et n'en fait rien de bon. En choisissant une photographie du personnage en plein discours et en lui faisant subir cette radiographie fantaisiste, Heartfield ridiculise ainsi sa cible. La dérision du personnage vient s'ajouter à l'ironie sur le racisme des discours nazis. Observons à présent ces photomontages. À gauche, dans un lieu dépouillé et atemporel,
apparaît au premier plan sur une table un coq qui se tient fièrement. L'animal, de profil, regarde au loin, affublé d'un bonnet phrygien, orné d'une cocarde tricolore. Il est le symbole de la République française. Il semble parader en toute quiétude, sans se douter de ce qui se trame derrière son dos. Et en effet, le gouvernement français feignait d'ignorer les préparatifs de la guerre et minimisait la remilitarisation de la Rhénanie en 1936. Derrière le coq, le boucher, qui domine avec assurance l'animal, est clairement le fruit d'un photomontage, étant donné la disproportion de sa tête, celle d'Hitler, dont le regard et le sourire narquois évoquent quelques folies sanguinaires. Il est vêtu d'un tablier, maculé de sang, portant ses initiales, et il est tatoué à la main de l'emblème de la croix gammée. Il tient dans ses mains une longue lame et un aiguiseur, préparant ainsi ses armes. La légende est une pure antiphrase. Nur keine Angst, ist Vegetarier. N'ayez pas peur, il est végétarien. Herzfeld, par l'association de légendes et d'images fortes et complémentaires, engage ses contemporains à prendre conscience que la France peut réellement s'inquiéter et qu'il n'est pas possible de ne rien voir. Sur le photomontage suivant, en noir et blanc toujours, est représenté un singe géant, portant un glaive, un brassard symbolisant le parti nazi et un casque à cornes évoquant un démon. On reconnaît le visage d'Adolf Hitler, les yeux tournés vers le ciel ou l'avenir. Le monstre est assis sur un globe terrestre en rotation et occupe la partie centrale de l'image. La légende, et pourtant elle tourne, suggère la pensée de ce singe, dont l'équilibre semble fragile, comme s'il était prêt à tomber, se rendant compte que la Terre continue de tourner. Ce photomontage est une satire politique, ironisant sur la volonté de puissance d'Hitler, qui apparaît moins sûr de sa conquête malgré sa taille et son arme qui le place en position dominante. Il est ridiculisé, et loin de l'idéal arien, mais c'est aussi sa mégalomanie qui est dénoncée ici. On l'imagine mal dans cette posture pouvoir imposer sa loi au monde. Ensuite, à droite, on voit Hitler arrosant un chêne dont les glands ici sont remplacés par des obus, des casques, des croix gammées. La mort apparaît ici clairement. Ce qu'il réserve au monde, assez clairement ce n'est pas la vie, c'est la mort. Passons au photomontage suivant, en commençant par celui des deux roues, dont la légende est « Wie im Mittelalter, so im Dritten Reich », de même qu'au Moyen-Âge, de même sous le Troisième Reich. Le parallélisme exact entre les deux images juxtaposées sur un axe vertical produit un effet d'insistance par rapport au titre. Il y a une similitude parfaite entre le climat de répression du Moyen-Âge et celui du Troisième Reich, puisque l'un et l'autre pratiquent le supplice de la roue, le premier de manière effective et le deuxième de manière métaphorique. Herzfeld joue sur les topoïs du discours nazi qui valorise souvent le passé médiéval de l'Allemagne. Il préfère, lui, rappeler les horreurs du Moyen-Âge. Il s'agit d'une comparaison visuelle. En outre, le jeu des proportions entre la croix gammée et l'homme peut paraître ambigu, mais sa signification reste inchangée. Dans les deux cas, ou bien l'emblème nazi est trop grand, disproportionné, écrasant, ou bien l'homme dénudé, absolument sans défense, est devenu miniature. L'homme est ainsi écrasé par une force bien supérieure à lui, et le fait que son corps blême se détache sur un halo sombre accentue encore le caractère pathétique de la scène. En suscitant la pitié du spectateur, l'artiste souhaite de nouveau augmenter la persuasion de son propos. Sur le photomontage de gauche, voici la légende « Das ist das Heil, das sie bringen ». Voici le salut qu'ils apportent. Cette image est un diptyque des horreurs de la guerre. À gauche, un alignement de cadavres, d'hommes, d'enfants. À droite, une ville en ruine, symbolisant ainsi les pertes humaines et les dégâts matériels de la guerre. Au-dessus, occupant tout l'espace central, une escadrille d'avions qui dessine, avec la fumée des réacteurs, le squelette d'une main, ou plutôt la main d'un squelette, la main de la mort. La taille de cette main est telle par rapport aux victimes humaines, et plus encore par rapport à la ville, qu'on imagine une mort gigantesque qui déborde le format de l'image, qui dépasse le concevable. Concernant la légende, il y a un jeu de mots, sur la polysémie du mot salut. En effet, cette main levée rappelle le salut nazi, mais le sens premier du salut est une promesse de sauver quelqu'un. Et ici, effectivement, celle de la promesse qui est annoncée et celle de la mort, c'est la promesse de l'enfer sur terre. Herzfeld persuade ainsi son spectateur que le régime nazi apporte l'apocalypse. Mais l'image possède cette vertu de ne pas commenter seulement l'actualité européenne de la Seconde Guerre mondiale, en dénonçant les horreurs de la guerre aérienne
et le caractère cataclysmique des moyens utilisés, elle vaut pour tous les conflits postérieurs. Elle possède donc une dimension universelle. Enfin, le dernier photomontage rappelle et souligne le poids du fardeau porté par la nation allemande. La croix n'était pas assez lourde. Vous vous doutez qu'avec une œuvre aussi satirique, Herzfeld n'a pas pu rester en Allemagne. Il se réfugie en Tchécoslovaquie dès 1933, après l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir. En 1934, il est déchu de sa nationalité. En 1938, il fuit en Angleterre, où de 1940 à 1942, il est interné en tant qu'étranger ennemi. Grâce à un permis de travail accordé en 1943, il peut de nouveau exercer sa profession de dessinateur indépendant. Il participe à la conception d'ouvrages pour des éditeurs anglais. En 1950, il retourne en Allemagne, en RDA, et vit à Leipzig jusqu'en 1956, où il travaille avec son frère pour différents théâtres, des maisons d'édition. En 1956, il déménage à Berlin, est élu membre de l'Académie allemande des arts, où il obtient le titre de professeur en 1960. En 1957, il reçoit le prix national de la RDA pour l'art et la littérature. Et il meurt en 1968 à Berlin. Ces deux derniers photomontages ici soulignent à quel point John Herzfeld était visionnaire. Il y révèle les dangers de la robotisation et de l'arme nucléaire. Nous en avons terminé pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.